Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Terrain de jeu, le podcast 100% jeux vidéo e-sports de RDS Jeux vidéo. Ça va Eric? J'ai un peu froid, là, excuse. Ah ouais? Ouais. Ben, t'étais parti à Hawaï pendant un bout, puis là, tu t'es revenu au Québec, c'est ça qui se passe? C'est ça, après 3 mois à vivre dans les températures tropicales, un peu, j'ai un petit peu froid, là, puis on dirait même, j'ai un peu perdu un petit peu de moi-même. Hey, il te manque aussi, des là. bouts! Fait quoi, ouais, en tout cas. Mais pour Une petite expliquer, Eric, tu sais, nous autres, au fond, c'est en arrière, c'est un green screen, puis Eric a mis un chandail qui est vert, pareil au green screen. Le plus vert possible. Puis il disparaît complètement. Donc, c'est pour ça que si vous regardez la version vidéo, vous demandez pourquoi il porte son manteau d'hiver, ben c'est pour ça. Le contenu va être là quand même. Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud dans le studio. Ah, mais je suis correct. Je suis pas mal habitué quand même à la température chaude, on pourrait dire. Fait qu'il n'y a pas de stress pour ça. Là. Je suis bien content. Donc, un nouvel épisode de Terrain de jeu. Il s'est passé encore plein d'affaires, des affaires intéressantes qui s'en viennent, notamment Pokémon Sword and Shield, Stadia. Il y a le Mega Mix en fin de semaine. Donc, on va commencer par parler de l'actualité. On va parler du Mega Mix notamment. Et Eric, plus tard, tu vas nous faire un petit top, tes top 5 jeux Need for Speed. Puis moi, je vais faire un petit rant, une petite aparté. Ouais, j'ai vu ton petit rant que tu vas faire, puis j'ai un peu hâte Sont à où les participer à jeux ton de rant. EA sur Switch? OK, je me vends tout de suite, on attend tantôt. On en parle tantôt. Bref, d'abord, commençons avec l'actualité. Parlons du Megamix en premier. En fin de semaine, gros événement Ouais. qui célèbre le jeu vidéo, l'industrie jeu vidéo locale, internationale aussi, parce qu'il y a beaucoup d'invités internationaux. Au fond, le Mega et le Mix, c'était deux événements séparés. Le Mega, c'est vraiment un événement plus familial, ouvert, dans le sens ouvert au grand public et où est-ce que tu peux aller rencontrer des éditeurs et des développeurs québécois, essayer leurs jeux, les rencontrer, parler. Des fois, c'est des jeux qui sont sortis, des fois, c'est des jeux qui sont en développement, donc tu peux donner du Vraiment, feedback, etc. Donc, c'est vraiment un festival ludique, dans le sens où tu vas là pour jouer, pour rencontrer des gens. Un très bon. Il y a toutes sortes d'activités. Très bon même. Là. Sérieux, Ouais. là, les deux éditions qu'ils ont eu à date, là, moi Ouais. j'ai adoré. Puis juste les voir mélanger avec le MIGS, Ouais. c'est comme le combo parfait d'après moi. Et le MIGS, qui au fond existe aussi depuis plusieurs années à Montréal, qui est le Montreal International Game Summit. C'est plus, ça s'adresse plus aux professionnels de l'industrie. Donc, il y a des conférences, il y a des meetings qui peuvent se faire. C'est vraiment un endroit donc, il y a évidemment des gens de l'industrie locale, mais aussi toutes sortes de gens de l'industrie internationale. Puis, il y a toutes sortes de conférences, comme il y a quelques années, il y avait... la conférence d'ouverture, c'était le président de Riot Games. Et il y a toutes sortes d'invités quand même de renom. Hop! Il y a notre... OK. Il y a une LED qui clignote. Bon, elle a l'air correcte. Je n'étais pas sûr que c'était un signal. Donc, Regardez à gauche, regardez à droite. Donc, le mix, c'est ça. Et là, cette année, au fond... tu sais, ça reste quand même deux événements séparés, dans le sens que le Méga se déroule surtout du 16 au 17 et tout de suite après, non, excuse-moi, le Méga c'est du 16 au 17 et le MIGS du 18-19. Par contre, ces deux festivals-là, le Méga avait, le MIGS, au lieu de ses conférences, au-delà de ses conférences, avait aussi une expo room où est-ce qu'il y avait des exposants, etc. Puis là, au fond, c'est que la partie exposant, tout le monde se met ensemble. Donc, tu as toutes sortes d'éditeurs que tu peux rencontrer qui showcasent leurs jeux, surtout québécois, mais internationaux aussi. Donc, voilà. Puis, cette année, RDS Jeux vidéo, c'est un des partenaires du Megamix. Et notamment, samedi, on va être sur place, on va rencontrer des développeurs, on va faire des entrevues. Mais de 10h à 13h, il va y avoir une compétition e-sport France versus Québec. Il va y avoir un stream. C'est nous autres qui va animer le stream avec, au fond, ça va être Alban Quénois, Guillaume Cadium Lavoie et Éric Théroux qui vont animer ça. Et, au fond, c'est deux équipes étudiantes.
Donc, on est vraiment à niveau étudiant en termes de e-sport. C'est pas des joueurs professionnels dans le sens qu'ils ne sont pas dans les équipes professionnelles. Parce que dans le e-sport professionnel, c'est rarement des étudiants, c'est ça? C'est ça. Donc, c'est des joueurs de haut calibre, mais c'est pas nécessairement des professionnels dans le sens qu'ils sont pas ils travaillent pas pour une organisation professionnelle. Donc, au niveau de ceux qui représentent le Québec, c'est des joueurs qui évoluent dans la Ligue Cyber Espoir. Donc, c'est une ligue vraiment étudiante. Puis, il y a des étudiants aussi là-dedans de la Montreal Academy e-sport. Voyons. L'e-sport... Central. Non, pas le Central. L'Académie d'e-sports Montréal. Voilà. Hey, ça va pas bien. Puis, c'est le LED qui clignotait, qui nous a dérangé un petit peu. Dans un moment d'orange mécanique, un peu. Là. C'est ça. Et puis, dans l'autre bord, en France, ils vont jouer au fond contre des joueurs qui vont être en France. Il y en a certains qui vont être sur place, mais d'autres joueurs qui vont être en France. Qui tu penses qu'il va gagner? Je sais pas. Tu prends pas j'espère que le Québec va gagner. Mais exactement, le Québec va les clencher. On verra. Ah, c'est certain. Donc, les 3 jeux, en fait, c'est 3 jeux comme très différents. Donc, il y en a peut-être qui vont gagner dans League of Legends, d'autres qui vont peut-être gagner dans Brawlhalla. Puis le 3e jeu, c'est King of That. Donc, Brawlhalla est rendu là, il se fait long. Je sais que ça montait, ce jeu-là, mais c'est vraiment rendu au G-Max, c'était un des tournois pour vrai, ouais. Cool. Je pense que ça doit être l'éditeur qui a mis comme... Voici de l'argent. C'est souvent ça dans le cas. C'est pas Ubi, non, c'est pas Game. C'est qui fait ça pourtant? J'ai oublié c'est qui, mais je sais pas. Je me souviens juste de voir comme un free-to-play à Xbox, puis tout ça, il y a une couple d'années, puis ça a monté. Oui, ça a monté, puis c'est devenu comme un e-sport sérieux, si on veut. Cool. Donc, voilà pour le Megamix du 16 au 19. C'est en fin de semaine. Allez-y, ça va être le fun. Pour le tournoi e-sport, ça va être diffusé sur le Twitch de RDS. Donc, Twitch... c'est RDS /CA. Et voilà. Bien hâte de voir ça. Nouveau design pour Sonic. En fait, dans le film Sonic, on se rappelle, il y a quelques mois, il y avait une première bande-annonce du film Sonic qui était sortie. Les fans étaient tellement pas contents que dans une semaine, ils ont annoncé que le film allait être retardé et que Sonic allait être redesigné. J'ai une question pour toi. Est-ce que c'est un exemple de studio qui est à l'écoute des gens ou un exemple de cyberbullying? Moi, je pense que c'est plus une question de marketing 3.0 sur le web. Ouais. Puis j'ai une question que je m'en ai posée justement, mais toi, tu penses-tu que le Sonic aurait eu la même réaction s'il aurait sorti de même originalement? Comme penses-tu que les gens... Parce que moi, je suis comme sous l'impression que des... Ben, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens négatifs de toute façon. Mais je pense pas que le backlash aurait été aussi gros. Bref, c'est ça. Il y a un nouveau design, donc une nouvelle bande-annonce qui est sortie. On est vraiment plus proche du jeu vidéo. Puis même qu'au début de la bande-annonce, tu vois Sonic qui se promène dans un environnement qui rappelle le Green Hill Zone, les premiers niveaux, souvent dans les jeux de Sonic. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un effort de se rapprocher de l'univers du jeu vidéo dans son look et même de faire référence à ça. Puis là, hop, il se retrouve dans le monde réel. Donc, il y a une explication au fait qu'il est dans le monde réel. Qui qu'on a à remercier, si on veut, entre guillemets, pour ce nouveau design-là, c'est Tyson East. Tyson East, qui était illustrateur sur Sonic, la série de comic book. Et il a travaillé avec l'équipe de Sonic Mania aussi, le jeu, un jeu qui a ramené la série dans le 2D d'une façon qui a été vraiment satisfaisante pour les fans de la série. Donc, on voit qu'il y a quand même des gens... moi, je pense que si le studio a fait marche arrière autant, c'est qu'il y avait sûrement déjà à l'interne un problème, dans le sens que un studio va pas comme juste dire les gens sont pas contents sur Internet, on va comme retarder le film et tout. Il y avait sûrement déjà une discussion à l'interne de est-ce que c'est ça le look, puis il y avait sûrement déjà 2 camps à l'interne et sûrement que cette réaction-là a fait qu'il y a un camp qui a eu dessus sur l'autre puis qu'ils ont décidé de faire ça. J'ai aucune idée comment ça a fait pour passer ça. Comme quand tu vois le premier Sonic dans le film,
Tu le regardes au début, t'es comme ah, OK, mais en même temps, t'es comme à quoi qu'ils pensaient? C'est où ce qui était comme c'est du focus testing, c'est fait, c'est qui étaient les clients cibles dans le focus testing? Est-ce que c'était des gens qui. Je pense qu'il y a. D'après moi, il y avait deux camps. Il y a sûrement un camp qui dit il faut faire ça comme le jeu vidéo pour attirer les fans du jeu vidéo. Puis il y a un autre qui ont dit non, il faut s'éloigner du jeu vidéo pour aller chercher un public plus large. Donc, d'après moi, il y avait ces deux camps-là à l'interne qui. Puis sûrement qu'au tournage, ils ne savaient même pas encore de quoi il allait aller voir l'air. C'est tout fait en post-prod. Oui, non, c'est clair. Il n'y a rien qui est changé au tournage. Ça fait que, puis le premier, je pense qu'il avait tweeté pour dire OK, on va revoir le design, c'est le réalisateur. D'après moi, le réalisateur n'était pas content du look. D'après moi, le réalisateur était dans le camp de ceux qui voulaient être proches du jeu vidéo. Oui, absolument. Et sûrement qu'il y a de la pression qui a été mise une fois qu'il y a eu ce backlash-là pour OK, on fait marche arrière. Peut-être qu'on aurait dû écouter la gang qui disait qu'on doit être proche du jeu vidéo. Qui l'aurait cru? Il y a sûrement excusez l'expression, des dinosaures dans ce studio-là qui n'ont peut-être pas encore réalisé hey, le jeu vidéo fait plus de cash que l'industrie de Hollywood. Peut-être qu'on devrait regarder ce qui se passe du côté du jeu vidéo plutôt d'essayer encore, comme dans les années 90, en prenant par exemple le film de Super Mario, de s'éloigner le plus possible du jeu vidéo parce que les jeux vidéo, Hollywood, ils savent ce qu'ils font. Il y a sûrement encore des dinosaures. Miyamoto, il était correct avec ça. Ouais. Il était comme ah, OK, faites ce que vous voulez, j'ai confiance. Oui, mais je pense qu'ils ont été déçus après. Ils ont été très déçus après, mais je me souviens juste de lire ses entrevues là-dessus, puis ils étaient bien comme. Ils essaient de faire leur propre affaire, puis c'est bien correct. Mais en tout cas, c'est rendu culte. Puis là, il y a du monde qui aime ça, puis il y a du monde qui n'aime pas ça. Ouais. Comme toute autre chose. Prochaine nouvelle, le studio Gameloft, avec l'aide de la firme de sondage Léger, ils ont sondé les gamers au Canada pour connaître un peu leurs habitudes. Puis ils ont réalisé qu'au Québec, on joue beaucoup plus que dans le reste du Canada. On parle d'une proportion au fond, dans le reste du Canada, ils ont dit que 31% des gens déclarent qu'ils jouent aux jeux vidéo, puis au Québec, c'est 41%, donc 10 de plus. Au niveau des jeux mobiles, c'est pareil. Ceux qui game la nuit... le soir, je pense que le taux est encore plus élevé au Québec. Là, on parle de 72%. OK, ça, c'était le jour, ça. Oui, en fait, ça, c'était en général. Okay, en général, c'est bon. Là, maintenant, si tu dis, OK, ceux qui game la nuit, ceux qui game la nuit au Québec, c'est comme 72% versus 28% dans le reste du Canada. Donc, on voit qu'au Québec, on a vraiment plus peut-être une culture de gaming, puis de jouer le soir, ça a de l'air. Bref. Donc, intéressant. Au fond, suivez la page de Gameloft. Ils continuent à sortir un peu des infos là-dessus. Comme tantôt, j'ai vu qu'ils ont sorti comme les chiffres de ceux qui jouent aux toilettes, par exemple. Donc, j'ai une petite anecdote dans un petit peu ce sujet-là, mais ça me fait penser quand Socom venait de sortir au PlayStation 2. C'était un des premiers jeux en ligne que je jouais. Puis je vais toujours me rappeler que je jouais en ligne. Tu avais des salles, parce que j'étais français-canadien, j'habitais à Montréal. Mais les salles, je voulais parler en français, puis les salles Québec, comme quand tu faisais des recherches pour des game rooms de Québécois, des clans québécois, c'était beaucoup, comme juste pour la province, tu n'avais jamais une Manitoba ou une Saskatchewan ou une BC, tu avais Canada ou Québec. Puis Québec, c'était souvent les plus actifs, puis des meet-up, le monde qui se rencontrait ensemble, qui jouait, là, puis ça, on parle de 2002-2003, puis c'était assez impressionnant dans le temps. Ouais. En tout cas, c'est très gaming au Québec. Ouais. Witcher, c'est même pas encore sorti la première saison, que déjà Netflix confirme une deuxième saison. Donc, on va avoir au moins 2 saisons de The Witcher. Bien, il nous commence avec le jeune Geralt, puis série jeune. C'est vraiment l'histoire des premiers Witcher. Fait que, il y a beaucoup de contenu là-dedans. Oui, d'ailleurs, faut savoir, c'est basé plus sur les livres que sur les jeux qui sont une adaptation des livres. Mais les jeux suivent les livres quand même assez bien si tu commences du premier jeu. Quand même. Le premier jeu, Witcher 2, ça suit quand même les livres pas pires. Mais là, tu peux pas dire qu'on va juste commencer avec ça quand tout le monde est déjà familier avec Witcher 3, quand on est rendu loin dans les livres un peu. Drôle d'histoire. En 2010, Mark Wahlberg a été casté dans le rôle de Nathan Drake dans le film Uncharted. Pas Nathan Fillion? Non. Lui, il a juste joué dans le fan-film.
Donc, Mark Wahlberg, c'est en 2010, il a été casté dans le rôle de Nathan Drake dans le film Uncharted. Mais là, on est rendu en 2019. Le film va sûrement juste sortir l'année prochaine. Et entre-temps, Mark Wahlberg, ben, il a vieilli. Ça fait que là, il a été recasté dans le rôle de l'ami de Nathan Drake, qui est Sully Sullivan. Donc, c'est son ami qui est un peu plus vieux. Et au fond, on a su il y a quelques mois que c'est Tom Holland, qui joue Spider-Man, qui a été casté dans le rôle de Nathan Drake. Non, un Nathan Drake jeune. Donc, on comprend qu'il y a comme un virage jeunesse qui a été fait par rapport à ce... Mais le film a tellement été longtemps en production que non seulement comme que la joke est que maintenant Mark Wahlberg est rendu Sully, mais on est même rendu dans l'histoire qu'on a pas mal vu dans Uncharted 4. C'est parce que quand on voit le jeune Nathan Drake, puis quand il rencontre Sully, puis son frère, puis toute cette histoire-là, c'est tout dans les derniers Uncharted. Ça. Ouais, sûrement que les jeux ont fini par influencer la direction du film, puis avec sûrement qu'ils se sont dit, ben on veut en faire une franchise, peut-être qu'on est mieux de se diriger vers un jeune acteur qui va rester jeune pendant plusieurs années. Mais c'est bien cette histoire-là dans Uncharted, moi je trouve, là, parce que quand tu commences le premier Uncharted, il y a de l'histoire. Puis tu tripes sur le jeu, tu tripes un peu sur l'histoire dans le jeu, mais il y a tellement d'histoires avant ça. Là. Nathan et Sully sont en train de se niaiser comme ça fait tellement d'années qu'ils se connaissent et sont ensemble. Tu es comme, OK, de d'où ce qu'ils viennent ces personnages-là? Fait que c'est quand même de quoi qui est intéressant à voir. Absolument. Il y a eu, on sait que Stadia, Google Stadia va être lancé dans quelques jours. On a fait une grosse épisode dessus en plus. Ouais. Le 19 novembre prochain. Et dans les derniers jours, il y a eu un Ask Me Anything sur Reddit. Et là, il y a comme des petits détails qui sont sortis, qui sont surprenants parce qu'ils n'ont pas été annoncés nulle part vraiment. Et c'est quand même des détails importants. Par rapport au lancement de Stadia. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été promises par rapport à Stadia. Puis là, beaucoup de ces choses-là ne seront pas au lancement. Ça ne veut pas dire qu'ils seront jamais là. Ils seront pas là au lancement. Ça va être plus en soft launch. Puis, ils promettent qu'il va y avoir des choses qui vont être ajoutées pratiquement à toutes les semaines. Mais... il y a quand même des trucs assez surprenants. Bon, premièrement, il n'y aura pas d'achievement au lancement. Par contre, les achievements vont quand même être mémorisés dans le jeu. Donc, une fois qu'ils vont être lancés, tu vas les avoir rétroactivement. C'est ce que je comprends. Il n'y aura juste pas le petit ping qui dit « Hey, tu l'as eu. » Son diamant pour un rare. Là. Il n'y aura pas le partage familial au lancement. Et ça c'est quand même un gros point. Pour avoir Stadia au lancement, tu as besoin d'un Chromecast Ultra. Ça, c'est vraiment l'aspect qui me gossait le plus parce que je t'ai vu dans les articles partagés commenter qui va commencer à Stadia. Puis moi, je suis tout curieux, mais je suis curieux de l'aspect de popper ça dans mon browser de Chrome. Puis avec ma manette sur mon PC, jouer. Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus de tout ce qui est Stadia. Tu vas pouvoir aller sur ton desktop, mais il faut que tu aies quand même le Chromecast pour l'installation. Bref. Wow. Donc, il y a ça, mais un autre détail, c'est seulement les Chromecast Ultra qui shippent avec Stadia qui vont supporter Stadia au lancement. Ça, c'est dégueulasse. Donc, si tu vas chez Best Buy et tu achètes un Chromecast Ultra... Ou tu en as déjà un. Ou tu en as déjà un. 4K. Ça ne marchera pas. Qui t'a coûté 100$. Pas au lancement. Mais ils vont éventuellement être mis à jour. Donc... c'est juste que il va falloir que tu sois patient. Mais comme tu l'as dit, c'est un soft launch qui se passe ici. C'est ça, c'est un soft launch. Donc, au fond, c'est que le Chromecast prend une mise à jour, puis la mise à jour ne sera pas disponible pour les Chromecast qui sont déjà en circulation au lancement. Donc, si tu veux vraiment jouer à Stadia Day One, ça te prend le Founders Kit. Puis le Chromecast Ultra qui vient avec et la manette. Il n'y aura pas de Stream Connect au lancement. Le Stream Connect, ça va être un peu la plateforme, si on veut, le Twitch. Ah, c'était ça que c'était, ouais. Le Twitch, mais aussi l'expérience multijoueur, dans le sens que tu diffuses là-dessus, mais aussi que les gens peuvent venir jouer avec toi directement dans ta diffusion. Donc, ça va être quand même un aspect important, de l'aspect social de Stadia qui ne sera pas disponible au lancement. Les Body Pass, quand tu achètes le kit
de Founders, tu as un Body Pass que, au fond, tu peux donner gratuitement 3 mois à un ami Stadia Pro. Les Body Pass, ils vont être bons 2 semaines après avoir reçu ton kit seulement. Bref, c'est ça. Ils promettent des mises à jour à partir des mises à jour hebdomadaires à partir du 19 novembre. Donc, à toutes les semaines, il devrait y avoir certaines choses qui vont se rajouter. Donc, Mais au moins, il va y avoir plein de jeux, right? Oui. Mais quand même pas si pire, parce qu'au fond, au lancement, le jour 1, il va y avoir 12 jeux. Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2 The Collection, Guilt, Just Dance 2020, Kine, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, la trilogie Tomb Raider, donc Tomb Raider, Rise, c'est-tu Rise of the Tomb Raider, puis Shadow of the Tomb Raider? Ouais, c'est ça. Samurai Showdown et Tamper. Just Dance, ça se joue comment, ça, à Stadia? Je sais pas, ça doit être la manette. La manette a sûrement de quoi qui... Ou peut-être avec ton cellulaire, parce que même sur les autres consoles, tu peux jouer avec le cellulaire, avec l'application Just Dance. Mais avant la fin de 2019, il y a 14 autres jeux qui vont se rajouter. Donc, c'est quand même pas si pire parce qu'on est mi-novembre. Donc, dans un mois et demi, il y a 14 autres jeux qui vont se rajouter. Ces jeux-là sont Attack on Titan 2, Final Battle, Borderlands 3, Darksiders Genesis, Dragon Ball Xenoverse 2, Farming Simulator 19, Final Fantasy 15, Football Manager 2020, Ghost Recon Breakpoint, Grid, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising et Wolfenstein Youngblood. Fait qu'un launch line-up pas trop original un peu. Il n'y a rien d'exclusif là-dedans, il n'y a rien de juste disponible là. Puis si je comprends bien, des affaires comme Destiny, c'est pas crossplay. En fait, je suis pas sûr si Destiny n'est pas crossplay, mais tu vas pouvoir importer le personnage que tu as sur grâce à Bungie puis mais je pense que ça va venir le crossplay parce qu'ils ont dit ils ont annoncé aussi pour Elder Scrolls Online, ça va venir aussi le crossplay. Je pense que quand il va sortir, il va être crossplay. Donc c'est des choses qui s'en viennent, mais en même temps, c'est pas surprenant, puis je pense pas qu'il faut se choquer de ça. C'est une nouvelle technologie, si on veut, dans le sens, c'est pas la technologie qui est nouvelle en tant que telle, mais c'est la première fois qu'elle va être déployée de façon aussi publique, si on veut. Et je pense que Google veut s'assurer que, tu sais, au lieu d'arriver et de dire on a 50 jeux, puis finalement la moitié de ces jeux-là, que ça joue à peu près, je pense qu'ils veulent s'assurer que chacun des jeux qu'ils vont avoir sur Stadia, que l'expérience va être optimale. Donc, moi, je trouve que c'est pas surprenant que ce ne soit pas des jeux nouveaux. Et en même temps, tu sais, il y a un peu la même chose que la Switch derrière ça. Dans le sens, la Switch, tu sais, quand ça a été annoncé, tu voyais Skyrim, puis Skyrim, c'était vieux, mais il y avait la nouveauté de dire... Skyrim portable. Tandis que là, ben, il y a la nouveauté de dire ben, tu peux jouer sur n'importe quel écran qui a Chrome. Pas nécessairement tout de suite au lancement, mais c'est l'idée de Stadia, c'est que tu vas pouvoir jouer n'importe où, commencer ta game sur une plateforme, la continuer sur l'autre, la manette sur laquelle tu peux monter un cellulaire et jouer. Donc, tu vas pouvoir jouer en mobile aussi à Destiny ou tous les autres jeux qu'il y a là-dessus. Avec une connexion Internet, par exemple. Dans le streaming, là, j'aimerais donner un petit peu la médaille ou ce qu'elle est méritée en ce moment. Mais moi, pendant le voyage, il y a Sony qui ont fait un petit peu leur relaunch de leur PlayStation Now. Puis pour la compagnie qui a poussé le streaming avant tout le monde. Puis même moi, je suis bien excité avec xCloud, puis avec Stadia, puis le concept. Je veux dire, j'étais abonné à OnLive dans le temps, comme tu sais, c'est quelque chose qui m'intéresse, le streaming. Mais vraiment, Sony, en ce moment, ils ont vraiment kill ça. Là. Sony, en fait, parler du streaming en général, qui est intéressant un petit peu. Sony, moi, j'ai joué à God of War pendant que j'étais à Londres, dessus mon ordi. La seule affaire qui me manquait, c'est que j'avais pas le home button, un peu le touchpad button, fait que ça chiait un peu mon affaire, puis tu peux même pas le modifier, ça c'est une autre affaire. Mais crime, je continuais ma game qui était dans Cloud Save de ma PS4 sur mon laptop chez nous, en voyage outre-mer. Puis vraiment, là, Sony sont en feu pour ça. Puis, petite parenthèse aussi, parce que tu as Google qui sont en train de faire des gros lancements, des affaires comme ça pour le streaming, mais à un moment donné, en parlant de mon voyage un peu, j'étais à Montpellier pendant comme une demi-semaine, mais dans un appartement, dans un Airbnb d'un jeune qui était bien branché avec son Orange. Puis Orange j'avais un Internet à 400 mégabits seconde dans sa maison.
Mais en plus de ça, sa télé avait une chaîne de jeux qui avait une grosse collection de jeux, là, comme Farming Simulator, les Batman, tous les jeux que tu pouvais brancher une manette puis streamer ces jeux-là directement sur ta télé. Fait que je trouve des fois qu'on était un peu dans une bulle weird quand ça vient au streaming en ce moment. Je trouve ça spécial. Puis là, il faut qu'on donne un petit peu de temps à des compagnies comme Google de vraiment mettre ça à feu. Mais man, c'est weird, qu'est-ce qui se passe en streaming. Là. Même moi qui pensais que c'était juste comme Microsoft qui n'était pas vraiment bien implanté ça comme tout le monde. Mais il y a tellement de joueurs dans ça, là, c'est fou. Là. Puis comme je te dis, moi, je veux juste donner du go cred à Sony parce que le monde, je pense pas qu'ils en ont parlé assez, là, mais le PlayStation Now là, m'a vraiment impressionné. Mais en même temps, je pense que Google ont justement pas voulu faire comme Sony puis lancer le PlayStation Now au moment que c'était pas vraiment prêt. Mais ils font un peu, là. Ouais, ben je pense que la différence, c'est que Sony ils ont juste comme pitché ça là puis dit hey, regardez toute notre librairie, vous pouvez la streamer, puis finalement ça marchait pas si bien. Tandis que Google, on dirait qu'ils sont. Mais là, on va Sony, faire attention. Ça marche, là. Ça commence à bien marcher. Ça marche, mais en même temps, le fait qu'il est sorti au moment que c'était pas prêt, ça a un peu terni l'image dans les yeux des gamers sur les possibilités du streaming. Ah ouais, absolument. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sceptiques par rapport à Stadia. Ils disent ça va pas marcher, blablabla. Parce que Sony l'ont fait, puis ils l'ont fait un petit peu tout croche. Le streaming, ça va faire 10 ans et plus là, que c'est en train de hit or miss, Genki, il y a des services de Facebook dans des moments. Comme l'idée du streaming était vraiment à la merci de la connexion Internet pour bien du monde. Mais juste un peu surpris que Google sont pas aussi bien préparés que je l'aurais cru. Je trouve ça un peu plate qu'ils nous ont vraiment, comme quand ils ont annoncé ça, l'année quand ça sort. Puis là, tu te rends compte que des annonces, c'est juste des soft launch, c'est juste des... Ben, je pense qu'ils ont voulu battre Microsoft sur l'annonce. Ouais, ça c'était. Je pense que c'était ça. Ils ont voulu prendre Microsoft de court, puis finalement, ils sont pas aussi même prêts Microsoft traîne la patte en ce moment là-dessus. Là, mais je pense que Microsoft, justement, ils ont pris un pas en arrière, puis ont fait comme. Ouais, on va regarder ce qui se passe du côté de Google. Mais il y a XO8 en ce moment. Nous autres, quand on va arriver, ça va être genre prêt à 100%. Mais j'ai hâte de voir le XO8 qui se passe en ce moment. Ils vont sûrement parler de xCloud en ce moment, puis ils ont peut-être annoncé des choses qu'on ne sait pas en ce moment, parce que tu as la grosse événement de Microsoft aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Puis on verra bien qu'est-ce que xCloud s'en vient, mais ça va sûrement être un update que tout le monde peut jouer à Forza 4. Donc, surveillez RDS Jeux vidéo dans les prochains jours pour les nouvelles sur les nouvelles Xbox. Donc, ça fait le tour pour les actualités. Là, je vais faire avant que tu fasses ton top 5, je vais faire mon petit rant. Mais je l'ai vu, en fait, quand tu m'as envoyé des show notes. J'ai vu ça, j'étais comme, je suis prêt à écouter, puis je suis même prêt à discuter avec toi là-dessus. Mais go avec ton rant avant. Sur Nintendo Switch, au fond, il y a à peu près genre 5 jeux. Ça fait que ma grande question pour EA, c'est genre... Est-ce que vous avez manqué vous avez pas vu le mémo que la Nintendo Switch c'est un succès, puis que genre tout le monde a embarqué dessus, puis que tout le monde investit sur des ports, puis que investit sur des ports où est-ce que ok peut-être que ça prend un petit coup au niveau visuel, mais que c'est des jeux complets, tandis que là EA premièrement sortent pas de jeux, puis quand ils en sortent, t'as FIFA 20 Legacy Edition où est-ce que c'est juste un roster update, mais en fait c'est FIFA 18. Je comprends pas la stratégie des EA. C'est comme s'ils ne voulaient pas faire d'argent. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui font de l'argent avec la Switch. C'est pas pour rien que des éditeurs investissent sur des... on va sortir Witcher 3 sur la Switch, même si genre ça semble comme impossible, on pense que ça vaut à peine. T'as les Blizzard qui disent ça vaut à peine de sortir Overwatch. Ça vaut à peine de sortir Diablo 3. T'as plein d'éditeurs qui, en ce moment, c'est la course au port sur Switch parce que ça vend. Et là, t'as EA qui, encore là, était à la présentation initiale de Nintendo avec je sais pas c'était qui, là, c'est comme le président ou je sais pas trop quoi, qui avait l'air à pas pantoute vouloir être là. C'était sûrement Frank Guibault. Et finalement, ça paraît dans... je sais pas, il y a comme peut-être une animosité dans les coulisses entre EA et Nintendo qu'ils font vraiment l'effort minimum pour sortir du stock sur Switch. Sauf qu'en même temps, quand une plateforme fait de l'argent, tu veux faire de l'argent avec cette plateforme-là, pourquoi tu sors pas tes jeux? Il y a plein de jeux classiques que tu pourrais sortir sur Switch qui pourraient faire de l'argent.
Ça marche. Là. Il y a plein. La Switch. Ils en ont sorti ça Wii U. Ils viennent de sortir toutes les Wii. séries des Baldur's Gate puis tout ça. Oui, ils ont sorti quelques jeux sur la Wii U, mais justement, c'est que la Wii U a flanché. Puis OK, là, c'est comprenable qu'avec la Wii U, EA, ils ont pris un pas en arrière puis ont fait comme Wii U, ça vaut pas la peine qu'on investisse là-dedans parce qu'on va perdre de l'argent, on va investir sur des parts qui vont pas vendre. Normal. C'est pas le cas de la Switch. Puis là, ça fait 2 ans qu'elle est sortie la Switch. Puis elle vend beaucoup. Puis tous les gros éditeurs sortent des gros jeux dessus, puis ils prennent la peine d'aller chercher des studios qui vont faire des parts. Tu sais, le nouveau Doom va sortir sur Switch. Tu sais, des gros jeux là, que tu dirais, ben ça pourrait pas sortir là-dessus, mais qui le font. Ça fait que du côté d'EA, il n'y a pas de raison. Pourquoi NHL 20 n'est pas sur Switch? Pourquoi est-ce que il n'y a pas de NHL, ça oui, à part de Slapshot? Pourquoi FIFA, c'est un Legacy Edition? Pourquoi? Si tu es capable de faire Witcher 3, ça Switch, tu es capable de sortir un jeu de soccer. Penses-tu que c'est une question de Frostbite? Non, je pense pas. Moi, je penserais que peut-être Frostbite serait le problème pour des jeux sur Switch quand c'est tout du Frostbite sur EA. Puis quand tu vois des Legacy Edition, des affaires comme ça, je pense pas que ça relaie sur Frostbite dans ce temps-là. Peut-être. Mais comme ça, c'est une de mes théories, mais ouais. Ils ont une réponse officielle. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Oui, comme ils ont fait une réponse officielle là-dessus qui était pendant un des derniers earnings calls. Ils ont vraiment dit que pour eux, le data démontre que les gens qui ont des Switch ont déjà des autres consoles, puis ils préfèrent jouer leurs jeux sur le PC, sur le Xbox. Oui, en fait, je l'ai vu ça, puis je pense que mon rant, quand j'ai pensé à l'idée de mon rant, c'est parce que j'avais lu ça, puis je trouve ça complètement ridicule. Puis en plus, ils ont le mobile. Moi, je verrais les versions mobiles de Madden, les versions mobiles de FIFA. Ce serait déjà ça. Il n'y a aucune raison. Il y a plus en plus de jeux mobiles qui embarquent sur la Switch. Cette réponse-là est complètement ridicule. Les gens qui ont des Switch n'ont pas nécessairement des PS4 puis des Xbox. C'est même pas le. Leur data le montre. Ouais, c'est ça. c'est pas ce que le monde. Toute l'industrie, ils font comme, hey, il faut sortir des jeux sur la Switch, Mario, ça vaut la peine. C'est le même autres data. Sont comme, non, c'est le même data qui nous a donné le premier Sonic. Même genre de data. Dans le film Sonic. C'est ça. C'est parce qu'il y a des vieux cons chez EA. Puis c'est ça qui arrive. Voilà, c'est des vieux cons. Ça tenait à cœur, celle-là, quand même. Hein? Je trouve juste ça plate parce qu'au final, tout le monde déteste EA, à part toi. Non, c'est pas tout le monde qui déteste EA. Mais en fait, si ça me fâche, c'est parce que je déteste pas EA. C'est parce que j'aime plusieurs franchises de EA. Puis je pense que c'est un très bel éditeur qui pourrait contribuer davantage sur les plateformes Nintendo, puis que leur idée, leur réponse soit de les gens ils ont sûrement d'autres consoles puis ils préfèrent jouer sur l'autre console. Oui, les gens ont toutes les mais la Switch, tu peux jouer portable. C'est ce que tous les autres éditeurs ont compris. Tous les autres publishers ils ont compris. Ah ouais, ben la Switch a ce feature-là qui fait que ça vaut la peine de sortir une version sur la Switch parce qu'il y a des gens, même s'ils ont d'autres consoles, vont vouloir le jouer sur Switch parce que tu peux jouer portable. Ça va sûrement se développer, peut-être à la prochaine Tout Switch. Le marché, tout le marketing de la Switch, de sortir un port sur la Switch, de dire « Hey, c'est tel jeu, il est de 2016, mais là, tu peux le jouer en portable. » Mais ma théorie, c'est vraiment Frostbite. Là. Moi, je pense vraiment que c'est le underlying de tout ça. Puis il y a hyper sur Frostbite, puis Chris Frostbite est partout là, chez EA en ce moment. Il est dans les Need for Speed. C'est qu'ils ne veulent pas investir à faire des parts. Ils ont les données qui démontrent que cet investissement-là risque pas de leur rapporter aussi. Hein. Peut-être. Puis après ça, tu as les vieux cons qui sont comme... Bof. Mais il essaie de faire du cash pareil de façon paresseuse en sortant FIFA Legacy Edition. Que je suis sûr a très bien vendu ça Switch. Ben non, justement, ils vont dire regardez, notre Legacy Edition n'a pas vendu, ça fait qu'on ne sortira pas d'autres jeux. Fait qu'il n'a pas bien vendu? Ben je sais pas. Sauf que si tu sors de quoi qui est un produit qui
volontairement moindre, c'est sûr que les gens vont pas l'acheter. Puis là, c'est un cercle où est-ce que tu fais, ben, on sort de la marde, on regarde si ça vend. Ah, la marde n'a pas vendu, on sortira pas d'autres jeux. C'est ça le pattern de EA. Ils sortent un non-effort, puis ce non-effort-là, ils sont comme, ah, ça n'a pas vendu, on fera pas un bon effort. Tu sors un bel effort, puis là, ça va vendre, puis là, tu te dis, ben OK, là, on va investir. Mais la vraie question est pourquoi que The Sims n'est pas sur la Switch? On va dire les vraies affaires. Là. Puis c'est peut-être ça qui est en dedans de toute ta frustration. Le pire, c'est que ça marcherait super bien The de Sims, Sims sur la là. Switch. Là, je veux dire. Le Sims, c'est un non-sens que ça soit pas là. Le crime, mettez Sims 3, Au mettez moins, Sims 2. mettez la version mobile là, rendue là, tu sais. Non, mais ça, non, les versions mobiles, là, je suis 100% d'accord. Là, ça serait un bon fit là-dedans. Il y en a des jeux mobiles sur Switch, free-to-play, avec des microtransactions. Allez-y, EA, là, au moins. EA, vous nous écoutez en ce moment. Là. Au moins, il y aurait ça. Là. Vous nous écoutez en ce moment. Ouais. Mario fait un cri de cœur. Il veut des jeux de EA sur sa Switch. Je vous aime. Je vous aime, EA. Sortez des jeux sur Switch, s'il vous plaît. Au moins NHL, c'est... Hey, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de NHL. Ça. Comme ils ont Cave éventuellement à chaque année, avec Slapshot. Non, c'était quoi Snap? C'était-tu Slapshot? Ouais, c'était Slapshot. Le Wayne Gretzky's EA NHL Weird, là où ils jouaient avec un kid mode. Puis tout. Ils se sont essayés quand même. Il y avait même le bâton que tu mettais sur le bout de la Wii. Ils avaient craqué finalement pour mettre un NHL sur ça. Tu veux savoir quelque chose de drôle? Just Dance vient de sortir, Just Dance 2020 vient de sortir sur toutes les consoles. Incluant la Wii U. Incluant la Wii. Incluant la Wii. Et la version Wii a vendu plus que les versions PS4 et Xbox. Man, je suis même pas surpris. J'avais un Airbnb en voyage. Je m'excuse des plugs de voyage, mais celle-là est parfaite parce qu'il y avait une Wii U là-dedans. Puis la Wii U, les seuls jeux qu'il y avait, là, c'était tous les Just Dance jusqu'à 2019. Puis j'étais là, je comprenais pas qu'il y avait un... on dirait que j'avais pas réalisé à quel point ce jeu-là a des jambes. Là. C'est fou. C'est pas pour rien qu'il sort à toutes les années aussi. Oh my God. Il reste 25 minutes. Ah, ça va être facile, ça. Eric, fais-nous ton top 5 des jeux Need for Speed. Bien, d'un, j'aimerais commencer à donner un petit peu d'histoire de Need for Speed parce que ça fait du sens au fur et à mesure de mon top 5. Need for Speed, c'est quand même une franchise canadienne. C'est de Distinctive Software qui est éventuellement devenu EA Canada à Vancouver. Il y a eu bien des itérations. Vancouver, avant que Montréal soit la gaming capital, Vancouver, c'était pas mal le premier au Canada à vraiment exploser dans le gaming. Puis c'était des anciens qui avaient fait des jeux comme Test Drive 2 de Duel et ensuite qui avaient fait Stunts. Si les gens ont déjà joué sur du vieux PC, en fait, Stunts, tu peux le trouver sur archive.org dans leur MS-DOS Simulator. C'est des vieux jeux. Ouais, c'est hot. Là, Stunts, c'est cool. C'était un des premiers jeux 3D où tu te promenais, tu faisais des gros stunts. Un peu, ça ressemblait à le jeu d'Atari, que j'oublie le nom en ce moment. C'était Test Drive, ça aussi. Ouais, je pense que c'était Test Drive. Test Drive, ouais. Mais en tout cas, moi, les premiers Test Drive, c'est quelque chose que j'avais bien aimé. Puis, dans mon top 5 de Need for Speed, ben, je voulais donner un petit peu d'histoire comme ça parce que le numéro 5, ben, puis je vais faire la liste un petit peu assez vite aussi. Je l'ai fait un petit peu dernière minute, mais je suis quand même passionné de cette franchise-là. Mais ça commence avec The Road and Tracks Need for Speed. Est-ce que tu connais The Road and Tracks Need for Speed? Fait que The Road and Tracks Need for Speed, le premier Need for Speed qui est sorti, fait par Distinctive Software, fait par des gars qui sont connus pour, et filles probablement, qui sont reconnus pour faire des jeux de course dans ce temps-là. Et là, tu as EA qui achète leur studio, une de leurs premières grosses achats. Puis ils font l'achat du studio, puis ils disent, nous, on a besoin d'un jeu de course, on veut vous faire de quoi? Puis c'était tout un concept original avec le CD-ROM, puis tout. Puis ils ont sorti ça sur la console EA. Est-ce que tu te souviens de la console EA? La console EA qui est la 3DO. Fait que tu avais The Need for Speed, The Road and Tracks Need for Speed, que pour moi, facilement, je le mettrais dans le 1, mais ça ferait aucun sens parce que tes goûts évoluent et tout, mais il fallait que ce soit dans mon top 5. Parce que pour moi, personnellement, c'est une des premières fois que j'avais vécu un jeu
avec du bon 3D, avec de la bonne musique, qualité CD. C'était vraiment une transition spéciale dans ce temps-là, avec des vidéos d'un gars qui t'entend de te trash talk. Quand tu te faisais arrêter par la police, parce qu'il y avait les poursuites de police du début dans les Need for Speed, mais tu avais la police qui t'arrêtait, puis là, tu avais une vidéo du policier avec ses lunettes qui te venait donner de la boîte là, à cause que tu allais trop vite. Puis pour moi, c'est vraiment un des meilleurs jeux de course qui a été fait dans le temps. Puis mérite sa place à être vraiment dans les top jeux de l'histoire des jeux de course. Là, vraiment bien. Le monde, c'était pas 100% 3D, c'était juste du genre de 3D weird à la 3DO, vieux PC dans le temps. Puis il y a eu une version PS1, je pense aussi. Puis tu avais juste ton char qui était en 3D. Mais moi, je me souviens passer des minutes avec mes amis à juste triper sur le fait que tu pouvais voir ton char de dehors puis faire des spins un peu, là, mais tu voyais ton char tourner en rond en 3D puis c'était écœurant. Il y avait comme 6 chars, c'était tous des supercars, super vite. Tu te sens vraiment en train de courser sur le long de la côte de Vancouver un peu, la côte du Pacifique, tu as plein de settings. Anyways, top 5 de Need for Speed, numéro 5 de Road and Track Need for Speed, parce que c'est le OG, c'est le début de bien des choses. Puis ça a sorti sur une console de EA. Ça, c'était tout un autre topo un jour. C'est le fun. Numéro 4, ça tombe bien, c'est pas mal le 4e Need for Speed, si tu comptes pas tous les genres d'éditions spéciales et tout. Mais c'est Need for Speed High Stakes. Need for Speed High Stakes a sorti sur le PS1, sur plusieurs autres plateformes aussi, je pense sur PC, etc. Puis c'était, d'après moi, le dernier des vrais Need for Speed. Parce que tu as eu Need for Speed Road and Track, tu as eu le Need for Speed 2 qui est sorti, tu as eu Need for Speed 3 Hot Pursuit. Tu sais, ils suivaient un petit peu les modes. Puis là, après ça, tu avais le 4 qui sort, c'est High Stakes. La musique était folle. C'était un des premiers jeux de Need for Speed où tu avais tes chars qui cassaient un peu. Gran Turismo venait de sortir, fait qu'il fallait qu'il fasse ça un petit peu réel, tout en n'étant pas réel, parce que Need for Speed, ça n'a jamais vraiment été réel comme jeu de course. Mais c'est toujours été plus arcade. Ouais, c'est vraiment un jeu, un très bon jeu d'arcade, en fait, de course. Puis ça, c'était vraiment, pour moi, un de mes grands coups de cœur, parce que j'avais vraiment eu du fun avec Hot Pursuit. J'aurais mis Hot Pursuit dans mon top 5. Je dis tout de suite qu'il n'est pas là. Ou anyways, pas Need for Speed 3, Hot Pursuit. Mais quand ça vient à les jeux de course... C'est pas le 2, Need for Hot Pursuit? Non, c'est le 3. C'est le 3, ouais. Need for Speed 3, Hot Pursuit. Mais le 4... High Stakes, moi j'avais bien aimé. Il y avait une trame sonore de fou. La musique était vraiment écœurante dans le temps. J'étais bien big dans du house puis du techno. Puis ça devenait un petit peu mainstream, un petit peu cette musique-là dans ce temps-là. Fait que c'était le fun d'entendre ça, monter ton système de son dans le tapis, puis vraiment triper. Anyways, Need for Speed High Stakes, checkez-le. Les modes, c'est drôle, hein, mais comme tu as un mode test drive dedans, que ça, c'est quelque chose que je me souviens penser. Ah, c'est pas test drive, mais t'as un mode test drive dans le jeu, t'as un mode hot pursuit dans le jeu, t'as un mode career. T'avais toutes ces choses-là. Puis tu faisais des bets, un petit peu des gageurs sur qu'est-ce qui se passait. Si tu faisais de l'argent, des fois tu faisais une course pour 300$, mais tu pouvais mettre un autre 300$ de plus, soit tu perdais ou tu triplais ta quantité, puis c'était ça le terme high stakes. Puis c'est ça. Fait que high stakes, numéro 4. Ça va pas pire à date, hein? Ça va vite? Ben oui, ça va bien. Good. Numéro 3. On saute plusieurs générations, mais pour moi, je le mets en 3. C'est Need for Speed Most Wanted. Moi, qu'est-ce que j'aimais de Need for Speed Most Wanted? C'était que c'était pas le premier à mettre une histoire. On va en revenir à ça tantôt. Mais c'était le premier à vraiment avoir une grosse histoire, vraiment ridicule, avec les films puis les full motion vidéo qui revenaient un petit peu. Puis... moi, j'aimais juste qu'est-ce qui se passait dans ça. Tu avais des heat levels, tu sais, t'étais en train de... T'avais vraiment la poursuite de chars dans un open world. C'était pas le premier open world non plus, on va en revenir tantôt. Mais on était rendu vraiment dans du open world Need for Speed. Les poursuites de chars étaient écœurantes dans ça. Les chars étaient beaux dedans. C'était hot quand tu étais en train de te sauver. C'était une des premières fois que tu avais des heat levels dans les poursuites, où ce que tu es vraiment en train de te faire poursuivre par un Impala, par exemple, ou une Crown Victoria. Puis là, si ça fait comme trop longtemps, ton hit level, il monte un petit peu à la Grand Theft Auto un peu. Mais là, tu as des Lamborghini, tu as des Spikes. Ça devient vraiment fou. Puis c'est vraiment un bon gameplay de poursuite de char vraiment cool. Puis aussi, c'était un des premiers qui était dans la transition HD dans les jeux de course.
dans les Need for Speed en particulier. Tu sais, c'est le genre de jeu qui avait sorti sur le Xbox et Xbox 360. Fait que c'est comme mis entre les deux un peu. Puis c'était vraiment des premiers avec des histoires absolument ridicules, là, où tu es comme le top des tops, mais après ça, tu te perds dans une course, tu perds tout, tu deviens le bas des bas, puis après ça, il faut que tu remontes dans l'échelle. Aucun Oscar a été gagné pour l'histoire dans Need for Speed. Aucun Oscar a été gagné pour le film de Need for Speed non plus. C'est pas le gars dans... C'est Aaron Paul. Ouais, c'est ça, c'est Aaron Paul qui est là-dedans en plus. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Aucun Oscar a été gagné pour ça non plus. Mais c'est du bon popcorn, c'est du divertissement. Puis c'est un petit peu la culture, un petit peu Fast and the Furious. Je vais en revenir un petit peu après ça dans pas long, mais Most Wanted, pour moi, ça mérite une place dans les top 5. Puis juste pour les poursuites qui étaient évolutifs, la customizing de char qui était moyen, n'était pas aussi développé que qu'est-ce qu'on a vu avant ou qu'est-ce on était pour voir après. Mais il était quand même bien. Puis, comme je te dis, pour moi, c'était une des premières expériences HD de jeu de course, là, où ce que tu jouais, puis tu étais en 720p, puis tes yeux, ils saignaient à cause des graphiques. Là, c'était fou raide. En tout cas, pour moi, ça l'était, anyway, ça. Numéro 2. Ouais, 2. Hot Pursuit. Je sais que j'ai dit pas Hot Pursuit tantôt, mais ce Hot Pursuit-là, c'est numéro 2. Pour moi, c'est un des meilleurs Need for Speed qui a jamais été fait. Puis c'est celui de Criterion Games. C'est celui qui est sorti sur le Xbox 360 pas mal à la fin de la génération. Ouais, c'est ça. Il y a eu un autre Hot Pursuit. Il y a eu un autre. Il y a eu le Hot Pursuit 2, qui était le jeu qui est sorti au PS2 et Xbox original. Et ensuite, il y a eu Hot Pursuit. C'était juste Hot Pursuit. À l'époque où c'est le fun de juste mettre... Hey, on va remettre le titre. Mais il n'a jamais eu un peu. C'est ça qui est drôle. Comme tu regardes la ligne de toutes les Hot Pursuit, tu as Need for Speed 3 Hot Pursuit, Hot Pursuit 2, Hot Pursuit. C'est comme du reculant, un peu comme les Battlefield. Il n'y a jamais eu de Battlefield 1. C'est comme Modern Warfare. Aussi, ouais, mais on en revient dans tout ça. Anyways, Hot Pursuit. Un petit peu d'histoire. Pour connaître Hot Pursuit, ce Hot Pursuit-là, tu connais un petit peu l'histoire des jeux de course cool, tripant et fou raide. Mais un compétiteur un petit peu de EA dans le temps. Rush? Non, mais Rush était écœurant aussi. Mario Kart? Aussi un excellent jeu. Burnout. Ah oui, Burnout. Fait que si tu connais Burnout, c'est un jeu que originalement était distribué par Acclaim, Rest in Peace Acclaim. On a eu plusieurs... les premiers Burnout, quand tu jouais, ben, c'est le genre de jeu qui roulait à 60 frames secondes. Oui, sur ta PS2, tu roulais à 60 frames secondes. Ça allait vraiment vite. Puis quand tu arrivais en accident de char, ben, c'était vraiment comme le coup de fouet, slow-mo, les chars qui pètent. Tu avais des crash modes. Je me rappelle d'avoir joué sur GameCube le premier Burnout. C'était vraiment là, des excellents jeux de course. Puis c'était originalement un compétiteur un petit peu de EA à cause que c'était distribué par Acclaim. Mais quand Acclaim a un peu fondu et tout, c'était un des studios qui était disponible en vente. Puis EA a sauté dessus. Takedown, c'est du EA. Tout ce qui est après ça, Burnout 3 est la grosse affaire. Mais c'est tout Criterion. Puis Criterion était maintenant sous la bannière de EA. Puis tout le monde, pendant longtemps, était comme quand est-ce que Criterion va faire un Need for Speed? Mettez ça dans les mains de Criterion. Faites-nous un Need for Speed par Criterion. Puis après les ventes de Burnout Paradise, je suis sûr qu'il y avait un argument maintenant de dire faites un Need for Speed. J'ai aucune idée de la vraie histoire derrière ça. Mais tout ce que je sais, c'est que ça nous a donné un des meilleurs Need for Speed qui était vraiment retourné à ce qui était pour moi les sources de les Need for Speed. Pas d'open world, des courses point A, point B, des poursuites de police de fou. Quand tu rentrais dans les gros accidents, tu avais des gros pétages comme à la Burnout. C'était pas compliqué, il n'y a pas d'histoire. Tu choisissais soit des missions de police, soit des missions de poursuite, soit des missions, etc. Vraiment un excellent jeu. On fait un week-end de gaming entre gars souvent, tu sais un peu c'est quoi, qu'est-ce que je sais, puis une couple de fois, ça a été vraiment un des gros hits de encore jouer à ce Hot Pursuit-là avec le steering d'Xbox. C'est vraiment hot, là, parce qu'en plus de ça, tu as ton petit... D-pad de ta manette, puis tu as tes weapons, parce que le plus que tu es rendu loin, mais tu as des spike pads, tu as des EMP blasts, tu as des bombes que tu peux dropper. C'est vraiment comme un James... Ça devient du James Bond. Mais pour moi, c'est un des meilleurs. Puis aussi un des meilleurs... Non? Non, excuse. Hein, Underground? Attends. Tu avais dit 25 minutes. Là. Puis je voulais juste dire... que Hot Pursuit de Criterion était fou. Puis c'était un des meilleurs modes aussi en ligne avec les autologs avant que Facebook, les réseaux sociaux soient ce que c'est. Mais tu avais un genre de petits réseaux sociaux dans ton jeu de Need for Speed.
puis c'était cool. Ça a l'air que Mark Zuckerberg, il s'est inspiré de ça. C'est sûr que eux autres se Il sont joue à Need for Speed, inspirés. il a fait comme « Hey! » Mais c'est 2010, le Hot Pursuit. Fait que c'était bien implanté. Les autres se sont plus inspirés de Mark Zuckerberg. Ouais. Mais je trouvais ça quand même très cool. Et ensuite, numéro 1. C'est quand même évident. J'ai triché un petit peu, par contre, parce que je voulais juste mettre Underground 1 et 2. Parce que pour moi, c'est vraiment un tout un des meilleurs jeux de EA, de Need for Speed qui existe. Le premier Underground, puis on avait vraiment eu l'inspiration. Là, il y avait Fast and the Furious qui avait sorti. C'était vraiment la mode de mettre des néons en dessous de tes chars parce que Fast and Furious est sorti. Ça a inspiré bien des Québécois qui ont mis des néons sur leur Honda Civic. Exactement. Ils sont allés faire du drifting dans le parking du centre d'achat. Sûrement. Yes. Mais moi, je me demandais où sont les foules. Moi, j'ai toujours voulu savoir ce que sont les grosses foules avec les filles en bikini qui disent à tout le monde à partir. Là. Ça, je crois pas que ça existe pour de vrai. Non, je pense que c'est juste dans les films. Films. Mais si ça existe pour de vrai, puis en fait, je suis sûr que ça existe dans un sens, là, mais c'est... Anyways, Need for Speed, Underground 1 puis 2. Oh my God, ça c'est Black Box. Ça c'était Rest in Peace Black Box en fait. C'est un des studios qui était fermé il y a une couple d'années. Mais ils ont fait beaucoup de Need for Speed, mais c'était vraiment les Underground qui étaient leur summum de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment été inspirés énormément de tout ce qui était la culture de course, de modding, de tuning. Et ils ont tout apporté. On avait la musique de fou, on avait la modification de fou. Underground 2 a apporté le premier open world de Need for Speed, où ce que tu te promenais vraiment dans tout un gros open world, plein de missions un peu partout. Je l'ai rejoué dernièrement, le Underground 2, parce que j'ai fait mon trial du dernier Need for Speed. Là. Mais Underground 2, c'était vraiment quelque chose que, pour moi, et le 1... je vais toujours m'appeler acheter ce jeu-là. Dans le temps, je l'avais acheté au PS2. C'était vraiment comme... Ça commence, juste la musique que tu entends, c'est cool, c'est hip, les courses sont folles, les modifications que tu faisais de tes chars, c'était le fun, tu te sentais comme tu appartenais à tes chars. Déjà, j'aimais Gran Turismo, c'est un de mes jeux préférés de tous les temps, parce que j'aimais dans les Gran Turismo, ce que tu commençais avec un char. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont perdu dans les jeux de course de ces temps-ci. Tu commences 10 000 $, choisis ton char, gagnes des courses pour grandir, puis éventuellement, tu vas pouvoir t'acheter du gros stock. Ouais. Maintenant, tout est trop facile et accessible, mais les premiers Need for Speed Underground, c'était ça. Tu te sentais une appartenance à ton petit char que tu t'es monté. Puis vraiment, le 1 puis le 2 sont juste incroyables. Le en ligne qui se passait là-dessus était cool, surtout dans le 2. On l'oublie, là, mais il y avait quand même du bon en ligne qui se passait dans cette génération-là. Xbox Live, quand même, qui était très présent pour ça, puis c'est très cool. Le drag racing, ça a l'air de rien, mais c'est fou. Le drift mode, my God, là, c'était comme un jeu de... Il n'y a rien de plus stressant que quand tu as ton combo de fou en drift. Puis là, tu arrives à la fin, puis tu es comme, est-ce que je lock-in le score ou est-ce que je fais 2 autres coins juste pour monter ça un peu haut, jusqu'à temps que tu fesses le mur, puis c'est tout fini. C'est vraiment comme un genre de gambling que j'aimais. Puis c'est ça. Pareil comme dans Mario Kart. Pareil comme dans Mario Kart. C'est pas mal ça. Need for Speed, top 5, bien crinqué. Mention honorable que je voudrais quand même faire, c'est Need for Speed 2 que j'ai mentionné tantôt. Vraiment un bon petit jeu quand il a fait la suite, surtout au PS1. Puis Porsche Unleashed. Il n'y a pas bien du monde qui connaît celle-là, mais Porsche Unleashed sorti, c'était une genre de weird licence. Puis à partir de ce temps-là, c'est juste EA qui ont vraiment le droit de mettre du Porsche, à part de pas grand-chose. Puis c'est ça. Ah! Petit dernier détail écœurant. Underground 1 puis Underground 2, ça je voulais le mentionner, mais c'est un stat que j'ai appris dernièrement que je trouvais assez blasté. Mais juste pour te montrer comment gros que c'était ces jeux-là, je pense que Underground 1, c'est un des jeux les plus vendus de Need for Speed de toute la franchise, en dessous de 16-17 millions de ventes. Merci à Fast and the Furious. Man, c'est fou, là. Mais les deux Underground, ensemble, ont vendu plus que toute la série. Toutes les Forza de A à Z. Bon. Juste pour mettre ça en perspective. Pas Gran Turismo, par contre. Non, Gran Turismo est king. J'ai hâte que tu reviennes. OG, je t'aime. Un jour, Gran Turismo va revenir. Un jour. Merci, Eric, pour ce beau top 5. J'ai des petites actualités qui se rajoutent. Breaking news, un collègue qui est en train de regarder l'événement Xbox. Ah, tu vas me spoiler ça. Il y a quelques petits détails. Un nouveau jeu qui s'appelle Everwild, une sorte de open world à la Breath of the Wild développé par Rare.
Nouveau jeu de Obsidian Games s'appelle Grounded, un jeu de Je me survie. sens comme je suis en train de me faire tout spoiler qu'est-ce que j'avais hâte de regarder dans le pas long. Des humains miniaturisés à la grosseur de fourmis, donc une sorte de à la Rust. Voyons, un nouveau titre, West of the Dead, narré par Ron Perlman, un top-down shooter RPG western. Rust s'en vient sur Xbox One en 2020. Et Kart Rider, un clone de Mario Kart qui s'en vient sur Xbox One et PC gratuitement. Donc bref, j'ai hâte de voir donc ça. suivez Ouais. les actualités sur RDS Jeux vidéo. On va sûrement faire des articles sur ces annonces-là. Donc voilà pour l'épisode de Terrain de jeu. Merci de nous avoir écoutés. Merci Eric d'avoir été là. Et là, Eric va nous montrer ses entrailles. Ça fait plaisir. Mais t'as un beau chandail pareil. Man, j'ai chaud. Donc, suivez-nous sur jeuxvideo.rds.ca, sur notre page Facebook RDS Jeux vidéo, sur le groupe Facebook aussi, pour la version audio sur iHeart Radio, l'application mobile ou sur tout agrégateur de podcast, vous allez nous trouver. Donc, version vidéo sur YouTube aussi et sur rds.ca/balado-diffusion. Merci, à la prochaine. Ciao.